Bonsoir, je suis Cryptolyse et on va parler ce soir de Flow, donc la crypto-monnaie de la blockchain éponyme Flow. Donc comme d'habitude, on va diviser cette analyse en 2 parties, une partie fondamentale et une partie technique. C'est une, crypto-monnaie qu'on m'a demandé de traiter notamment sur le Discord, donc c'est avec plaisir que je fais cette analyse-là. Donc pour information, je vous rappelle que le Discord a été lancé, cette semaine. Le lien est en description et sera certainement dans le premier commentaire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein d'informations et on partage beaucoup, beaucoup, on discute beaucoup et tout simplement si jamais j'ai des informations à faire passer ou des sondages à faire passer sur les prochaines cryptos à analyser, c'est principalement là-bas que je le fais, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec plaisir que nous vous accueillons. Alors, on va parler Flow maintenant. On va parler de cette blockchain qui a un démarrage un petit peu particulier parce que, c'est important de savoir que l'équipe de développement, de Flow, en tout cas, c'est ceux de CryptoKitties. Donc, un projet, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder qui est assez sympa autour des NFT. Et donc Flow, en fait, a été construit à la base, pour répondre à des problématiques que les équipes ont rencontrées lors du déploiement et du développement de CryptoKitties sur, Ethereum. Donc en l'occurrence, on se retrouve avec, une blockchain qui, est faite pour aider à la création d'applications de jeux et de digitalisation d'assets facilement. Voilà, c'est vraiment le principe même. En l'occurrence, alors j'ai vu une interview où ils expliquaient qu'ils ont mis quelques semaines à peine pour, redévelopper l'application sur Flow alors que, ils avaient mis très longtemps pour le faire sur Ethereum. Donc on voit vraiment que, Flow, c'est une blockchain faite pour pouvoir passer très rapidement à la mise en production et ça, c'est essentiel sur une blockchain, de pas avoir une phase d'apprentissage ou de déploiement qui peut être très long et c'est le gros problème qu'on peut voir sur certaines blockchains à l'heure actuelle, où on a des langages qui sont, parfois compliqués à appréhender ou des nouveaux langages, même d'ordre général, même si c'est nouveau. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une courbe d'apprentissage, on va apprendre le nouveau langage et ensuite il faut, si jamais c'est une application qui est déjà, développée, en Solidity par exemple, on est obligé de la redévelopper derrière. Donc soit on a une blockchain qui est compatible, Solidity, on peut déployer directement notre application, soit, bah, on a, un langage qu'on connaît, où on est capable de pouvoir, hem, s'adapter. Et donc Flow derrière a vraiment cette volonté-là de pouvoir rendre facile le déploiement et en l'occurrence, c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui est mis à disposition des développeurs, on se rend compte qu'on a un kit qui est très complet et on se rend compte que c'est, assez simple de mettre en place une application ou des digital assets sur Flow. Donc c'est vraiment une limite, en fait, voilà, une blockchain simplifiée, enfin vraiment où toute la partie technique est limite mis, le plus loin possible pour laisser vraiment, le libre cours à la créativité et au déploiement et je trouve ça assez sympa comme concept, hem, derrière. Surtout qu'on garde une certaine forme de scalabilité et de puissance avec leur système qu'on va, aborder ici. En l'occurrence, voilà, ils montrent un petit peu leur système de mise en place, on va avoir derrière une première partie qui va être la récupération et la collection, ce qu'ils appellent la collection, où on récupère les informations, on va les rentrer et les stater par le consensus et ensuite on va avoir la phase d'exécution et de vérification qui assure le fait que, ici tout se déroule bien, que là la vérification c'est est-ce que tout s'est bien déroulé, est-ce qu'on a des défauts? Et ensuite ça va être réinjecté dans le consensus pour fermer pour former pardon, ces blocs-là. Donc on a bien la partie exécution qui est en dessous de la partie consensus et on se retrouve vraiment dans cette schématique-là où on va avoir l'exécution et la vérification au milieu du consensus. Et on est sur quelque chose qui fonctionne, qui est, scalable et qui est rapide à l'heure actuelle. Donc c'est, une blockchain qui répond à tous les critères qu'on peut attendre d'une blockchain en 2022 et qui a une volonté d'être accessible. Voilà, d'être accessible, de pouvoir développer rapidement quelque chose et de le déployer très rapidement sur Flow. Voilà, c'est principalement ce qui est statué. L'autre point qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas de sharding et ça, c'est important parce qu'en l'occurrence, ça sous-entend qu'ils arrivent à avoir une scalabilité sans devoir, faire du sharding, chose qu'on trouve généralement sur des Layer 2 et ne pas avoir de problème
de gestion entre shards et donc ça me rassure d'ordre général sur la notion de scalabilité qu'ils ont. Étant donné qu'ils ne se basent pas sur du sharding à l'heure actuelle, il y a quand même encore un gros potentiel pour pouvoir, voir l'avenir au niveau de Flow. Concernant la mise en place, on voit qu'ils ont une séparation entre les processing fees qui sont l'exécution et la vérification et les computation fees, qui sont justement l'autre partie et on se retrouve que là, à l'heure actuelle, on a bien une séparation de chacune des étapes au niveau des frais qui vont être faits. Donc, c'est-à-dire en fonction des nodes, que l'on souhaite, par exemple, si on souhaite investir sur Flow et avoir des nodes, en fonction des nodes qu'on va effectuer, on va avoir une partie des frais qui vont être différenciés. Cette partie va être réajustée au fur et à mesure par le protocole pour pouvoir être, justement conforme aux besoins du protocole et faire une forme d'incentive, au niveau des validateurs de façon à ce qu'ils se mettent en place et je trouve cette schématique assez intéressant et qu'on retrouve déjà, chez d'autres blockchains, mais je trouve ça assez intéressant. Concernant le stacking reward et surtout l'inflation, c'est pour ça que j'ai mis cette partie parce que c'est important de savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un modèle donc qui est inflationniste, avec à l'heure actuelle, on est à, 3,75 donc à l'année et l'idée, c'est que c'est quelque chose qui va descendre au fur et à mesure, de l'avancée du projet. Donc plus on va avoir de tokens, plus l'inflation va être basse. Donc on va avoir un token qui est sous forme d'inflation, mais c'est quand même très modéré et qui va être de base contrôlé. Ça ne m'étonnerait pas que derrière, on se retrouve avec tout un système de burn, qui se fasse au fur et à mesure. À savoir que les tokens sont utilisés pour beaucoup de choses, sont notamment utilisés pour le stacking, parce que c'est du proof of stake, pour payer les fees, mais aussi pour, l'hébergement des données. Pourquoi on se retrouve dans une schématique qui est, aussi performante là-dessus? C'est qu'une partie des données sont, stockées on-chain et donc qui permettent d'être exécutées par la chaîne directement et pour avoir justement une vérification et un contrôle de ces parties-là et c'est payé notamment en flow par les personnes. Voilà et donc je trouve ça très intéressant dans la façon, de mettre en place et de faire, voilà. On va s'arrêter là pour la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Partie technique qui est, somme toute assez, limitée étant donné qu'on a assez peu d'informations, sur le graphique. On va essayer de se fixer des objectifs et essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on peut aller. On a eu, un lancement qui s'est mis en place, on a eu une première réaction avec, Haussière, avec une petite distribution qui s'est mise en place, ici et on a entamé en fait un cycle tout simplement de baisse pour atteindre en fait un prix d'équilibre. Ce prix d'équilibre là, j'ai tracé tout simplement une continuité de tendance sur cette première baisse, donc un lancement sur 35 avec une baisse et un retracement qui s'est effectué, à 29,07 et on a le 1,618 qui se trouve à, 1,17 et on voit que là, on est en train d'atterrir sur le 1,272 à 7 dollars. Il y a 2 points de liquidité à prendre en compte, ici et ici, donc c'est-à-dire à 17 et à 19 sont des points très intéressants sur lesquels on pourra avoir un retour tout simplement du prix là-dessus. Si on doit se projeter en disant que là, à l'heure actuelle, le prix s'arrête là, on voit que on n'a pas forcément de zone, donc j'ai tendance à penser que le prix va continuer et là, en l'occurrence, on peut commencer à se retrouver en effet à un prix qui va descendre à 5 pourquoi pas, avec, des objectifs de retracement qui pourrait être donc à 3,82. On a en effet une première liquidité et admettons si on descend à 618, on voit que on a quand même le 0,5 qui est proche de cette zone de liquidité-là. Et étant donné qu'on a cette 2 liquidités-là, c'est-à-dire que la zone entre les 2 va être justement forte et on peut se retrouver avec beaucoup de choses là. D'accord? Donc au niveau de ma schématique par rapport à ça, je pense que là, on commence à avoir un affaiblissement du taux, d'accord? Donc là, on voit que on a une certaine stabilisation qui est en train de s'effectuer. Alors je vais retirer ça et on pourrait même se poser la question, est-ce que on n'a pas un début d'accumulation qui peut se faire? Le souci, c'est que pour valider cette accumulation, il faudrait casser ce niveau-là à minima sur un AR. Donc on pourrait considérer qu'ici on a un PSI, un SC, un AR
1 ST et donc il faudrait qu'on fasse un deuxième R pour aller prendre à minima cette liquidité-là pour avoir un signe de reprise. Heu, pour l'instant, je considère qu'on ne l'a pas et pour moi, on va continuer la descente et on pourrait avoir un début de spot zone qui est quand même assez bas, qui pourrait se retrouver dans les alentours de 5 jusqu'à 0,5 pourquoi pas, si jamais ça descend très fort et bien sûr, rentrer en DCA au fur et à mesure dessus, même si on veut être très, très conservateur, et donc très agressif, enfin justement pas agressif sur le prix, mais très agressif sur la rétention. On pourrait très bien avoir une spot zone que l'on va situer à partir de 1 $, hop, donc à partir de 618, voire même un chouïa au-dessus, on va dire à partir de 2. On peut être très agressif là, voilà, si on veut vraiment avoir une entrée, une très belle entrée. Par contre, si, c'est un projet sur lequel on croit et on suit, on peut commencer, je pense, à rentrer, logiquement, potentiellement en DCA à partir du point de 1,382, donc à partir des 5 $. Ça peut être intéressant pour rentrer en DCA. Petit rappel, je ne suis pas un conseiller financier, tout simplement, je vous présente ma vision, mon analyse et ma façon de faire. À vous de m'utiliser comme un indicateur parmi tant d'autres pour construire votre propre stratégie. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas sur le Discord, rejoignez-nous. Vous allez voir, il y a plein d'informations, il y a plein de discussions intéressantes, que ce soit sur la DeFi, sur le trading, sur des ICO ou en fait tout ce qui traite autour de la blockchain, du trading et des crypto-monnaies. Donc toujours très intéressant. Il y a plein de gens à rencontrer. Il y a une très bonne ambiance, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Un petit pouce bleu pour me donner le sourire sur cette vidéo et puis, pourquoi pas, dites-moi ce que vous pensez vous de Flow, quel va être son futur? Est-ce que vous avez déjà investi? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous programmez? Pourquoi pas si vous êtes développeur sur Flow ou que vous avez un projet sur Flow? Moi en tout cas ça m'intéresse parce que c'est quelque chose que je peux à terme regarder aussi, heu, parce que je pense que la technologie est intéressante. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.